Bonjour et bienvenue pour ce premier JT du CNCH en direct du Congrès dans une salle pleine. Merci pour ce rendez-vous à la fois présentiel et digital pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. J'ai l'énorme plaisir d'inaugurer ces JT avec des amis, avec le docteur Pierre Sabouret, qui est le nouveau président du CNCF, en visite au Congrès du CNCH. Merci Pierre d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Avec le professeur Gérard Elf, qui est le coordonnateur du DES pour l'Île-de-France, et que je remercie d'avoir accepté l'invitation, avec qui j'ai travaillé comme coordonnateur Île-de-France pour le CNCH, et donc on travaille ensemble dans les commissions, et c'est vraiment un énorme plaisir de te recevoir avec nous. Merci. Et Olivier Nallet, qui est chef de service à Montfermeil, et que je côtoie tous les jours dans le service, et qui est là aujourd'hui. Merci Olivier d'avoir accepté. Merci pour l'invitation. Alors, les thèmes n'ont rien à voir, il y a deux thèmes différents. On sait qu'on est quasiment le premier congrès francophone, il me semble, qui suit l'AHA. Et donc, on voulait faire une première partie sur l'AHA pour donner un petit peu de l'actualité. Et puis une deuxième partie sur les docteurs juniors, parce que dans vos services, vous avez vu arriver probablement, pour ceux qui en sont internes, ces docteurs juniors, ou j'espère que vous en aurez. En tout cas, c'est une partie de la réforme qui va nous intéresser. Alors, donc, Pierre, je sais qu'avec le CNCF, vous avez super bien couvert ce congrès. Je tiens à vous féliciter sur l'édition digitale que j'ai beaucoup aimée de vos vidéos. Et tu suis ce congrès avec ton œil d'expert. Alors, j'ai quelques questions à te poser. J'ai eu pas mal d'études sur les valves, et notamment sur la réparation tricuspide. Alors, est-ce que tu as des messages particuliers d'études qui ont été présentées au congrès? Oui, comme il y a pas mal d'études, on va faire vraiment un digest. Donc, il y a une étude qui comparait réparation mitrale sans réparation tricuspide pour des fuites tricuspidiennes qui étaient considérées modérées même, versus on respectait la fuite tricuspide. Et donc, ce qu'on voit, c'est que quand même, la réparation de la tricuspide, ça apporte des bénéfices hémodynamiques, mais sans événements cliniques durs. Mais peut-être que l'étude n'était pas conçue pour montrer ces événements cliniques durs. Le prix à payer, c'est quand même 14% de pacemakers. Donc, comme on a des cardiologues interventionnels de talent avec le TriClip qui est en train de se développer, je crois qu'il est urgent d'attendre et que pour l'instant, on fait la réparation de la valve mitrale, on fait une annuloplastie tricuspidienne quand il y a une fuite majeure. Pour les fuites modérées, je pense que ça reste à voir. Et moi, je crois plus au TriClip dans ces indications-là, puisque c'est une technique qui se développe, mais c'est un avis tout à fait personnel. Alors, on voit l'essor de la prise en charge du rétrécissement aortique de plus en plus précoce. Est-ce qu'il y a eu des données à ce congrès sur la prise en charge précoce du RAC? Oui, vous avez l'habitude de savoir à quel moment on doit opérer les rétrécissements aortiques dits asymptomatiques. Alors, souvent, on challenge le caractère asymptomatique parce que finalement, c'est des patients qui s'autorégulent et qui diminuent leurs activités physiques au quotidien, donc qui disent « j'ai pas d'aggravation », alors qu'en fait, le rétrécissement aortique serré évolue vers la forme serrée. Là, ils les ont documentés avec un test d'effort, donc ça permet d'avoir les capacités en METS, et ils étaient considérés comme asymptomatiques. Et donc, on a regardé que la chirurgie précoce apporte des bénéfices incontestables. Donc, c'est des gens dits asymptomatiques documentés par une épreuve d'effort. Donc, il n'y a pas intérêt à attendre. En tout cas, si on considère qu'on veut retarder la chirurgie, il faut les surveiller comme le lait sur le feu, pour employer une expression habituelle. C'est-à-dire que dans l'année, il y a quand même 30% qui se dégradent. Et donc, je ne vois pas l'intérêt de retarder la chirurgie précoce chez des patients qui ont des critères échographiques de rétrécissement aortique serré, même s'ils sont asymptomatiques au test d'effort. Alors, on quitte le domaine des valves et on va plus vers les médicaments. Alors, on a maintenant les inhibiteurs de PCSK9 en forme injectable, disponibles en France, avec des modalités de prescription un peu encore complexes. Mais il y a un inhibiteur PCSK9 oral qui a été présenté. Alors, pour ceux qui pensent que c'est complexe, je vais vous simplifier la vie. C'est en fait les prescriptions de PCSK9 inhibiteurs, elles ne sont pas très compliquées. En fait, c'est sous dose maximale tolérée de statine. Donc, vous avez le droit à la statine même un jour sur deux chez les patients qui ont des problèmes de tolérance réelle, plus les étimibes obligatoirement. Donc, statine plus les étimibes à la dose maximale tolérée de statine. Et vous avez un LDL supérieur à 0,70 grammes par litre en prévention secondaire, mais vous avez tout à fait la légitimité pour prescrire un PCSK9 inhibiteur. C'est des molécules qui sont très proches les unes des autres, evolocumab, alirocumab, mais le cadre clinique est différent. Donc, alirocumab, c'est en post-SCA dans la première année. Evolocumab, compte tenu des données de Fourier, c'est le post-AVC athérothrombotique, c'est-à-dire sténose carotidienne, de l'athérome sur les carotides. L'artériopathe, parce qu'on réduit aussi les ischémies aiguës de jambes, pas seulement les événements cardiaques, et le coronarien, même au-delà d'un an, puisque c'était des patients coronariens chroniques.
Et finalement, le PCSK9 oral? Alors, oral, c'est intéressant parce qu'on se disait, les PCSK9, c'est des anticorps monoclonaux, est-ce que ça va passer au niveau digestif? Eh bien, ce PCSK9 oral a été évalué en termes d'efficacité biologique et tolérance, mais sur 50 patients. C'est quand même prometteur parce que ça baisse le LDL cholestérol comme attendu, entre 50 et 70% de LDL. Et on a une bonne tolérance pour l'instant, mais sur 50 patients, donc on va attendre à la fois les critères durs en événements cliniques et la tolérance sur une grande population. Alors, tu es un des grands connaisseurs des antiplaquettaires. Il y a des données sur la double antirégression plaquettaire que tu as vu passer? Oui, et puis il y a aussi des données pratiques. C'est Rapid Cabbage. C'est Rapid Cabbage. Combien de temps il faut arrêter, combien de temps on peut opérer sans risque un patient qui est sous ticagrelor? Eh bien, on peut 3 jours. Un arrêt de 3 jours du ticagrelor suffit pour opérer en toute sécurité, sans surcroît d'hémorragie et avec un bénéfice ischémique, parce qu'on a regardé le groupe qui était retardé à 5 jours, 7 jours. Il y a quand même un surcroît d'infarctus dans l'attente des pontages, et des gens forcément pluritronculaires ou tronc commun. Donc on peut arrêter 3 jours, du moins on peut opérer en arrêtant 3 jours avant le ticagrelor. Ça, c'est un message important. Et puis il y a une méta-analyse qui conforte ma façon de voir les choses, c'est-à-dire il y a Gérard F qui pourra aussi donner son avis et Olivier Nallet. C'est-à-dire que pour la bithérapie antiagrégante plaquettaire, il faut taper fort à la phase initiale et il faut diminuer assez rapidement. J'en profite qu'il y ait Gérard pour lui rendre hommage avec son étude OT-Dual, on va en profiter. Et donc en fait, on voit que finalement, en tapant fort les premiers mois, c'est important, mais après, quand on prolonge, à partir de DAPT, ils ont comparé avec un registre de 500 000 Américains qui avaient une bithérapie. Quand on ajuste, on voit que le risque hémorragique augmente au cours du temps, hémorragie majeure, et que le bénéfice clinique au niveau ischémique, c'est peanuts, pour parler clairement, parce que ce qui compte, ça j'en suis vraiment convaincu au-delà de 3 mois, c'est de taper bas sur le LDL cholestérol, de bien contrôler l'hémoglobine glyquée avec soit les GLP-1 récepteurs agonistes, soit les SGLT2 en combinaison avec la metformine, et d'arrêter le tabac. Voilà. C'est ça qui est fondamental. Les antiagrégants plaquettaires, c'est la phase aiguë. Après, il faut une désescalade. Gérard, par exemple, à la Pitié-Salpêtrière, quel est le protocole d'arrêt des antiplaquettaires ou de durée de cette double antiagrégation plaquettaire que vous utilisez? L'idée, c'est exactement ce qu'a dit Pierre. Hein. On tape fort initialement, mais de plus en plus, et toutes les études le montrent, la durée de la bithérapie et surtout de la trithérapie, quand les patients justifient un anticoagulant, doit être la plus courte possible. Et en pratique, chez les patients qui n'ont pas de syndrome coronaire aigu, on est à 1 mois de bithérapie antiagrégante plaquettaire chez les patients qui ont un risque hémorragique. Et tout patient de plus de 75 ans, par exemple, est considéré comme un risque hémorragique, donc ça fait beaucoup de patients. Donc, et hors anticoagulant, c'est-à-dire hors patients sous anticoagulant, est-ce que vous avez... Quels sont les patients chez qui vous laissez au-delà d'1 an la double antirégression plaquettaire? On a fait une petite comparaison entre nos pratiques. Elles sont très différentes d'un praticien à l'autre. Donc en fait, on n'en sait pas plus que les autres, mais globalement, la tendance est vraiment à diminuer. Et ceux qui ont une bithérapie prolongée sont vraiment les exceptions, parce que c'est les patients très très graves, mais il y a un petit risque hémorragique qu'ils vont payer. Par exemple, on a des données que les anticoagulants oraux directs font moins saigner que les AVK. Est-ce que vous switchez un patient sous AVK vers un AOD lorsqu'il vient pour une angioplastie? On ne le switche pas lors de l'angioplastie, parce que tout va très vite. Mais globalement, on est très confiant envers les AOD, bien sûr. Moi, j'ai noté notamment en chirurgie cardiaque, tu as présenté beaucoup d'études chirurgie cardiaque, et de plus en plus dans ces congrès américains, on voit qu'il y a de plus en plus d'études. Il y avait une étude sur la fenêtre péricardique, et ça touche un peu l'AFA. C'est-à-dire que lors d'une chirurgie, on fait une fenêtre péricardique et il y a moins de fibrillation atriale. Des gestes, finalement, j'ai écouté Pascal Leprince en parler, qui disait que c'était relativement simple. Ouais. Et ça, finalement, c'est plus intéressant que la plastie tricuspide, à mon avis, parce que la plastie tricuspide, c'est 15% de pacemaker, alors que là, ça se passe facilement pour les chirurgiens. Et en rythmologie, j'ai noté notamment l'étude Fitbit Heart Study, qui est un peu l'équivalent de la Apple Heart Study qui avait été faite avec l'Apple Watch, cette fois-ci qui avait été faite avec la Fitbit, qui est la montre de chez Fitbit, c'est la 3e dans cette série. Il y avait la Huawei, la Apple Heart Study, maintenant la Fitbit Heart Study. Et donc, je pense que j'ai retenu 2 messages. En fait, ils ont plus de 400 000 utilisateurs, un peu comme dans la Apple Heart Study, qui portaient la montre, qui n'avaient pas d'antécédent d'arythmie. Alors, premièrement, si vous achetez une montre connectée, pour espérer détecter l'AFA avec juste l'irrégularité du rythme, vous avez peu de chances d'en détecter, puisqu'il y avait 1% des utilisateurs qui avaient eu un épisode d'irrégularité. Par contre, si vous avez de l'irrégularité, leur algorithme me paraissait quand même assez intéressant, parce que la valeur prédictive positive de détection
de l'arythmie, il était près de 98%, avec des critères très très sélectifs pour définir une irrégularité dans cette étude. Donc c'est quand même, je veux dire, moi mon message m'était dit, si un patient vient me dire j'ai le pouls irrégulier, je vais vraiment screener la FA. Oui, nous on a fait une étude là, dont les résultats ne sont pas encore publiés, c'est after, c'est des patients qui sont avec des palpitations, des extrasystoles et qui ont un Schatzvask supérieur à 2. Donc ils ne font pas de FA documenté, mais ils ont un Schatzvask supérieur à 2. Et pour l'instant, avec un Holter longue durée, on est à 17% de patients en FA documentés. Donc ces patients-là, il faut cibler la population, c'est-à-dire que l'Apple Watch n'a pas ciblé, Fitbit n'a pas ciblé, donc aucun intérêt. Mais par contre, quand on cible un peu plus la population avec, par exemple, ces critères, on est vite gagnant, puisque 17%, c'est un bon rendement. Alors je sais que tu as la double valence, à la fois libérale et universitaire. Est-ce que dans ta pratique cardiologique, tu vois arriver beaucoup de patients maintenant avec des montres connectées, oui, avec des tracés, et qui viennent t'interroger par rapport à ce qu'ils ont enregistré? Oui, exactement. Alors le problème, moi j'aime bien, mais le problème c'est que ça va être consommateur de temps. Donc il va falloir organiser ça, parce que si tous les patients balancent dans votre service de Montfermeil, chaque fois qu'ils ont des extrasystoles, des électros, déjà que vous êtes très actifs, ça va être très compliqué pour nous aussi. Donc il faut organiser tout ça. Et je pense qu'il faut vraiment cibler les populations. C'est des appareils qui vont nous aider, je crois. Mais il faut cibler les populations et organiser, parce que c'est consommateur de temps. Il y a Cardia, j'ai vu, qui propose maintenant aux utilisateurs des abonnements à l'année où ils ont droit de transmettre 3 tracés qui seront interprétés par des ECG. T'en penses quoi? Ça semble raisonnable, parce que comme ça nous décharge du travail, et si ça peut faire plaisir à d'autres qui travaillent dessus, c'est bien. Sachant que l'intelligence artificielle, vous l'avez vu dans plein de domaines, arrive, c'est-à-dire que pour le score calcique, j'espère que vous en faites pas mal en prévention primaire, l'intelligence artificielle va gérer tout ça. Les scanners coronaires sont interprétés avec fiabilité par l'intelligence artificielle, et donc, et les électros, toi tu as bien vu, cardiologues, les électros apparemment prédisent aussi la survenue d'une insuffisance cardiaque ou d'une arythmie dans les 5 ans qui suivent. Donc, il faut en tenir compte. Je crois que ce n'est pas nos ennemis, c'est nos amis. Il faut juste s'organiser. Comment tu vois, Gérard, dans la pratique, finalement, l'utilisation de l'imagerie, notamment du scanner, dans ta pratique pour, finalement, avant la coro, et quels sont les patients? Comment tu vois en pratique? C'est une question très, très difficile. Clairement, il y a un engouement de nous tous. Il y a une facilité de prescription. Les recommandations mettent en première intention le scanner de façon assez importante. Je dois reconnaître, et même si c'est pas politiquement correct de le dire, que dans ma pratique quotidienne, et pas plus tard que hier, j'ai fait 2 coronarographies des patients qui avaient des scanners dans des équipes réputées, et le scanner s'est largement trompé de façon... donc en fait, l'interprétation du scanner demeure difficile, il y a des difficultés techniques, et c'est très opérateur dépendant, et je crois qu'il faut rester encore modeste. Ça me rappelle la vulnérabilité de la plaque que peut soi-disant visualiser le scanner. Ça me paraît rigoureusement impossible compte tenu de la résolution spatiale. Olivier, tu vois ça comment en pratique? Oui, moi je voulais dire simplement un mot surtout du scanner dans la prévention primaire. Alors, je ne sais pas comment vous l'utilisez, vous, chez des gens qui n'ont pas de symptômes, mais qui ont des facteurs de risque par rapport au Doppler des troncs supraortiques, si vous faites les deux, et à partir de quand vous allez classer le patient dans le haut risque, le très haut risque. Alors, c'est pas toujours clair sur alors le score calcique, c'est un scanner sans injection. Sans scanner, c'est un sans scanner. Ouais. Et est-ce qu'il faut faire justement des scores calciques seuls, ou bien des scores calciques, et ça dépend aussi de l'âge. Ça dépend peut-être aussi de l'âge. Justement, c'est ce que j'ai peut-être dit trop vite. En fait, le score calcique, c'est intéressant chez les patients qui ont un risque intermédiaire. Donc ça n'a pas d'intérêt chez les patients à faible risque, et ça n'a pas d'intérêt chez les patients à très haut risque. C'est-à-dire que le diabétique qui a 3 facteurs de risque, qui a 10 ans de diabète et une microalbuminurie, on sait déjà qu'il est à très haut risque. Donc le scanner ne va pas lui permettre de mieux définir le risque et la stratégie derrière, parce que ce n'est pas seulement définir du risque, c'est définir la stratégie qui va derrière. Et donc finalement, c'est sur le risque intermédiaire. Et bien sûr, on n'a pas eu le temps de le développer, c'est bien, on va pouvoir le développer un tout petit peu, c'est après 40 ans. Parce qu'avant 40 ans, quand vous faites des hypercholestérolémies familiales hétérozygotes, dont je vous rappelle la prévalence est de 1 sur 250, donc dans la salle, vous en avez tous que vous n'avez peut-être pas forcément diagnostiqué, donc c'est 1 sur 250 d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote. Si vous lui faites un score calcique avant 40 ans, il va avoir 0. Mais il aura plein de plaques qui ne seront pas calcifiées, parce qu'il faut laisser le temps aux plaques de se calcifier. Donc le score calcique n'est valable que sur du risque intermédiaire chez des patients qui ont plus de 40 ans.
Ça a deux intérêts. C'est un, ça définit votre stratégie, parce que si vous avez un score calcique à 400, ben vous vous dites, ce patient-là, il faut le mettre sûrement en dessous de 0,70 de LDL cholestérol. S'il est à plus de 1000, c'est un équivalent coronarien, donc il faut le mettre en dessous de 0,55. Ça ne veut pas dire qu'il faille faire des coraux, hein. Ça veut dire que c'est un équivalent coronarien. Donc quand il a plus de 1000, il y a des études en cours pour savoir ce qu'il faut faire exactement, mais moi pour l'instant, quand il a plus de 1000, asymptomatique bien sûr, je lui fais une écho d'obus comme ça, ou une écho d'effort, comme ça on voit le myocarde, et s'il n'y a pas d'ischémie, je ne l'envoie pas à la coro, parce qu'il y a plein de coraux, c'est pas parce qu'on est très calcifié qu'on a des lésions serrées. Et l'aspirine. Pardon ? L'aspirine. Pas forcément, parce que l'aspirine, c'est très compliqué, parce que vous connaissez l'étude Ascent en prévention primaire. Il faut surtout leur mettre le cholestérol dans les chaussettes et un GLP-1 récepteur agoniste s'ils sont diabétiques. L'aspirine, quand on regarde Ascent, le rapport risque-bénéfice peut être jugé comme défavorable, puisqu'il y a plus d'hémorragie que d'événements ischémiques. Et d'autre part, quand on regarde l'étude MESA, avec les recommandations américaines qui disent au-delà de 100 de score calcique, il faut mettre de l'aspirine. Le problème, c'est que l'étude MESA, c'est une étude observationnelle, où on collige les événements ischémiques, mais on ne collige pas les hémorragies. Donc, sur 2 ans de suivi, donc il y a encore du grain à moudre et des études à réaliser. Merci Pierre. Donc on a migré progressivement de l'AHA à la pratique et ça nous amène à l'un des éléments pratiques finalement, c'est les internes dans nos services et notamment les nouveaux docteurs juniors qui sont arrivés dans les services, notamment dans le mien. Et donc, merci Gérard d'avoir accepté notre invitation, notamment parce que il y a plein de questions qui se posent et l'une des questions c'est finalement comment se fait avant les internes choisissaient, il y avait une liste de choix et c'était assez clair et là ça s'est fait en amont. Comment se fait cet appariement? Alors tout d'abord dire qu'il y a beaucoup de questions, je n'ai pas toutes les réponses. Ensuite dire que, avant de répondre à ta question, que docteur junior, le paradoxe réside déjà dans la dénomination. Ils sont à la fois docteurs, puisqu'en fin de 4e année, vous savez que l'internat de cardiologie est passé en 5 ans, en fin de 4e année, ils sont obligés, ils passent leur thèse, donc ils sont docteurs, ils sont inscrits à l'ordre, même s'ils ne sont pas au tableau de l'ordre des médecins, il y a un tableau spécial les concernant, donc ils sont docteurs, mais ils restent en formation. Donc, déjà tout un paradoxe. Alors la procédure de nomination, elle est assez complexe. C'est un appariement, c'est un matching entre qui souhaite donc apparier, faire coller les vœux de l'interne et ceux du chef de service ou ce qu'on appelle le responsable du stage. Et donc les internes, d'une part, émettent des vœux, classent les services dans lesquels ils souhaitent aller. De la même façon, le chef de service va classer les internes qui lui auront fait la demande. Et il y a une boîte noire, un algorithme qui a fait ses preuves ailleurs qu'en médecine et qui semble très efficace, puisque dans plus de 95% des cas, l'appariement est correct. C'est vrai qu'à Montfermeil, l'appariement était correct, c'est-à-dire entre le choix du chef de service et le choix de l'interne. Effectivement, il y a un modèle mathématique. On a eu un webinaire explicatif assez complexe et les choses se sont bien passées puisqu'il y a des candidats et puis de l'autre côté, nous, on va choisir quelqu'un et au mieux, on a un candidat qui va venir si on a un poste ouvert, dans le service. Il y a une dimension, effectivement, comme le suggérait Gérard, d'espèce de contrat, contrairement à ce qu'il y avait avant où l'interne choisissait, une dimension contractuelle, c'est-à-dire qu'on doit discuter avant et puis proposer un poste selon les objectifs professionnels de l'interne en lui disant, voilà, on vous propose de faire telle ou telle chose. On viendra peut-être après sur ce qu'on a fait nous. Et je pense que Gérard a d'autres choses à dire sur la réforme en général. Alors, ces docteurs juniors, c'est la cardiologie interventionnelle, la rythmologie interventionnelle, l'imagerie. Et qu'est-ce qu'ils deviennent après cette première année? Alors en fait, oui, pour compléter, donc pour résumer, les internes ont 4 ans où ils font la première année une phase socle, puis ensuite 3 ans de phase d'approfondissement. Donc quand ils sont à la fin de la 4e année, tous doivent faire au moins une 5e année. La majorité va faire une 5e année sans option. Ils seront docteurs juniors avec les modalités dont on parle. Et puis une minorité va faire une des 2 options, la cardiologie interventionnelle coronaire ou la rythmologie. Pour ces 2 options, l'internat est prolongé et donc la phase de consolidation, la phase de docteur junior, durera 2 ans pour eux. Ce sera une 5e et une 6e année. Donc ça commence à faire long pour les internes. Il n'y a peut-être pas beaucoup de représentants des internes ici. Ça fait long, surtout pour ceux qui veulent faire un master. Les études sont longues, on le savait, mais elles se prolongent encore.
En fait, en Europe, la durée de formation des cardiologues était de 5 ans et l'idée initiale était de faire comme eux. Et finalement, ces docteurs juniors, quand ils sont hors interventionnel, ils sont censés rester une année dans le même service? Oui, alors tout à fait, c'est un point important. La modalité de choix se fait tous les 6 mois, mais il est recommandé, et c'est sans doute bien pour les internes et bien pour les services, que les docteurs juniors restent 1 an dans le même service. Ça leur permet vraiment d'acquérir une autonomie. Le maître mot du statut de docteur junior, c'est autonomie supervisée. Et donc, effectivement, on conçoit qu'ils soient plus à l'aise le 2e semestre que le 1er, et donc c'est recommandé. Et en interventionnel, tu les voyais 2 ans dans le même service ou t'imaginais qu'ils changent? Non, surtout pas. Enfin, surtout pas. On peut exagérer, mais globalement, 1 an dans le même service, c'est sans doute également profitable, mais la 2e année, et on peut tout à fait imaginer, et on verra comment les choses vont se dérouler, on peut tout à fait imaginer qu'il se passe 1 an en CHU et 1 an hors CHU. On aimerait bien effectivement qu'ils puissent notamment aller dans les CH une année, et ce sera une des discussions qu'on aura probablement à l'avenir. Comment se fait l'intégration alors finalement, Olivier? Par exemple, quel témoignage tu peux apporter sur l'intégration d'un docteur junior? Moi, je suis là effectivement en tant que témoin. Je ne suis pas le coordonnateur des internes en cardiologie. C'est un début puisque ça fait un petit mois qu'ils sont là. Pour l'instant, on a une impression très, très positive des choses. On en a tous discuté avant sur la façon dont on allait l'intégrer, ce docteur junior, qui est un drôle de mot, hein, d'ailleurs. Je dis ça entre parenthèses parce que quand on dit aux infirmières, aux cadres, etc., on a un docteur junior, ils ne savent pas ce que c'est. Donc après, est-ce qu'ils doivent signer assistant, est-ce qu'ils doivent signer cardiologue? Ils ne sont pas tout à fait ni internes, ni assistants, ni tout à fait cardiologues. Hein. Ils ne sont pas encore le titre de cardiologue. En fait, nous, on a choisi une sorte d'option, parce qu'on a un médecin qui est hors option, qui n'est ni interventionnel coronaire, ni rythmologue, de lui faire une sorte de faisant fonction d'assistant, en adaptant son poste et en essayant effectivement, comme l'a dit Gérard, cette notion d'autonomie supervisée, d'adapter son poste au cours du temps, en faisant des points. Et puis, voilà, donc il a... La consultation a un temps de consultation plus important qu'un assistant, enfin un petit peu moins de consultation, et puis progressivement on verra comment les choses se font. En tout cas, l'impression initiale, elle est très favorable. On a essayé de s'adapter à ce mot singulier. Je dirais que c'est un mot singulier, docteur junior. Est-ce que vous vous attendiez à avoir plus de demandes en cardiologie interventionnelle, en rythmologie? Parce que finalement, tu me dis qu'il n'y en a pas beaucoup, je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus. Oui, là, tu fais référence au nombre d'internes qui vont se former, d'une part à la cardiologie interventionnelle coronaire et d'autre part à la rythmologie. Alors, il faut savoir que ce sont des arrêtés ministériels qui fixent le nombre d'internes chaque année et par interrégion. Comment sont fixés ces chiffres? Là, c'est aussi une boîte noire, c'est sans doute un algorithme moins bien ficelé que le précédent et on ne sait pas. Donc, effectivement, cette année en Ile-de-France, on avait plus de postes de cardiologue, d'options en cardiologie interventionnelle et en rythmologie que d'internes qui ont voulu faire cette spécialité. Ça a été un peu une surprise. Alors, l'une des raisons, c'est que certains se mettent en attente, ils essayent de voir ce que ça donne, ils se mettent en disponibilité, ils font un master. Et globalement, ce qu'il faut dire également, c'est que la mise en œuvre de cette réforme a généré beaucoup de stress dans la première promotion d'internes qui arrive maintenant au stade de docteur junior. Ils ne savaient pas à quelle sauce ils seraient mangés. Là, clairement, ils ont compris que ils ont finalement le choix, dans la mesure du possible, d'aller dans le service vers lequel ils souhaitent éventuellement rester, puisqu'il faut quand même rappeler que c'est un poste probablement et possiblement intermédiaire entre le statut d'interne et un éventuel poste d'assistant. Et donc finalement, les postes d'assistant perdurent, ou les postes de chef de clinique? Que deviennent les postes de chef de clinique et d'assistant? Théoriquement, il n'y a pas de lien. Hein. Les postes d'assistant et de chef de clinique devraient perdurer. Est-ce que c'est une des questions, c'est finalement la réforme est faite d'une telle manière que est-ce qu'on ne perd pas un peu de souplesse? Et qu'est-ce qui se passe? Je sais que tu es aussi aux commissions qui permettent de valider l'exercice, notamment des médecins étrangers. Que deviennent les médecins qui n'ont pas fait cette option de cardiologie interventionnelle et qui, 2 ans plus tard, veulent faire de la coro et qui ont la facilité qu'on sent? Et est-ce qu'on peut devenir coronarographiste ou rythmologue 2 ans après avoir fini son internat si on est dans l'internat actuel? La réponse c'est oui.
La règle est sans doute de s'inscrire, de faire l'option, mais les textes sont clairs et les doyens ne manquent pas de souligner que la réforme doit avoir la souplesse nécessaire pour qu'il y ait un genre de droit au remords. Et on peut tout à fait imaginer qu'en deuxième ressort, on puisse revenir vers une spécialité, vers une sous-spécialité. Un commentaire, Olivier? Oui, j'ai une question à poser à Gérard pour les gens qui sont décalés, parce que j'ai eu des informations un peu discordantes, des gens qui sont décalés de 6 mois, qui veulent absolument aller dans un service, et puis le service a quand même pris un docteur junior qui est censé rester 1 an. Qu'est-ce qui se passe sur le deuxième semestre? Il y a 2 docteurs juniors, et est-ce que ça supprime des postes? Ça aussi, c'était une question. Est-ce que ça supprime des postes de phase d'approfondissement? Comment les choses se Il n'y a pas de règle tout à fait univoque. Théoriquement, les textes disent qu'on ne peut pas dépasser plus de 2 docteurs juniors par service. En fait, en Île-de-France, on a une richesse, un nombre important de services, qui fait que très peu de services ont 2 docteurs juniors. Donc c'est du cas par cas, il n'y a pas de réponse univoque. Et question qui n'a rien à voir avec les docteurs juniors, parce qu'on reçoit de plus en plus il y a les médecins qui passent le WC, qui viennent dans nos services. Comment vous validez leur exercice interventionnel dans les commissions? C'est-à-dire, en gros, ils vont valider un médecin qui a passé le WC 2020, donc il est censé faire 3 ans dans les services. Avec cette réforme actuelle où il y a maintenant différentes catégories, est-ce que quelqu'un qui a réussi à l'EVC, il est automatiquement validé à la fin de son EVC, ou il y a des commissions qui doivent valider ça? C'est très compliqué. En fait, il y a effectivement une commission nationale, c'est la commission de l'ordre des médecins. Donc là, ça dépasse largement mon rôle de coordonnateur. Les conseils de l'ordre ont pour mission de valider ou non. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ta vision de la ville, finalement, de cette pénurie médicale qui existe, de départ à la retraite, qu'est-ce que vous sentez, vous, en ville? Moi, je vais pas trop en parler parce que c'est quand même quelque chose qu'on anticipe depuis 30 ans. Donc, si tu veux, quand on gouvernait, c'est prévoir. Donc, 30 ans où on anticipe, depuis que je suis étudiant, on sait qu'il y aura une pénurie. On sait qu'il faut 10 ans pour corriger la pénurie. Il suffit de demander à Jean-Noël Trochu qui est à Nantes. Et donc, les infirmiers en pratique avancée ou les ISPIC, comme dirait Thibaut Damy qui a de l'humour. Donc, en fait, les ISPIC, il faut les former. C'est une très bonne idée de les avoir. Le problème, c'est, comme vous le savez, on a augmenté le nombre de places en école d'infirmiers et infirmières de 15 sur la Pitié. Donc 15 places en plus. Donc vous imaginez que par rapport aux demandes, on ne va pas résoudre tout de suite la pénurie. Donc moi, je n'ai pas de solution simple, mais je crois qu'il faut ouvrir largement à la fois les places dans les écoles d'infirmiers en formation, et puis à l'internat, et puis en première année de médecine. Parce que finalement, on refoule plein d'étudiants qui auraient du talent et qui auraient leur première année de médecine, d'autant plus maintenant ils n'ont plus qu'une seule possibilité, ce qui a d'ailleurs permis aux boîtes à bac, entre guillemets, de se développer. Donc ça, j'avais anticipé aussi, je l'avais dit. Donc moi, je trouve pas que ce soit bien. Moi, j'étais primant, mais je trouve pas que ce soit bien qu'on leur laisse une seule chance de passer en deuxième année, parce que finalement, ils vont tous s'inscrire à des boîtes à bac, et donc ça crée je trouve des inégalités, et je trouve pas ça bien. Donc moi, j'aurais voulu 2 années de première année, sans faire tripler, quadrupler. Et par contre, il faut ouvrir largement parce qu'il y a plein d'étudiants de talent qui ne peuvent pas rentrer en deuxième année de médecine alors qu'on a une pénurie. Donc, et après, on fait rentrer des gens avec des équivalences qui sont bien aussi, mais pas tous. Donc il faut contrôler tout ça et avoir un régime unitaire de ce point de vue-là. Un commentaire, Gérard? Oui, tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Beaucoup de gens pensent ce que tu dis, mais les choses n'évoluent pas. Juste pour être factuel, on aurait envie que la démographie cardiologique augmente. Or, depuis 5 ans, elle a mathématiquement diminué, puisque le nombre d'internes global en France a été diminué, parce que maintenant, comme vous le savez, le DES de médecine cardiovasculaire, notre DES, est un co-DES avec celui de médecine vasculaire. Cela partait évidemment d'un bon sentiment, puisqu'il fallait développer la médecine vasculaire, mais ça a été fait à effectif constant. Et donc le nombre de médecins vasculaires et le nombre de médecins cardiologues formés est le même que celui des cardiologues formés il y a plus de 5 ans. Donc c'est un vrai problème. Alors qu'on sait que la cardiologie, c'est quand même la spécialité la plus importante. Non, mais on a du mal à comprendre l'absence de réaction, parce que tout le monde sait qu'il y a un DDSA. Et le numerus clausus, on peut peut-être l'augmenter, mais il y a un décalage de 10 ans. De 10 ans, les cardiologues, je veux dire, ce sera assez simple d'augmenter le nombre de cardiologues formés. On sait bien que ça ne va pas répondre aux besoins du territoire français. Mais il faut peut-être de Paris intramuros, mais même nous,
dans le 93 un peu lointain, ça devient compliqué. Hein, mais tu es d'accord, Olivier, que ça fait 30 ans qu'on pouvait anticiper. Enfin, je suis pas... Franchement, ça fait 30 ans qu'on en parle. Et il faudra 30 ans pour réparer. Voilà. Bon, je vous laisse sur ces réflexions. C'est vrai qu'il y a de quoi faire pour avancer. Je peux donner une dernière phrase qui m'a bien plu, que j'ai entendue il n'y a pas longtemps par un collègue sur les recommandations, parce que vous en parlez beaucoup d'études, beaucoup de recommandations. Et il y a une phrase que j'ai bien aimée qui est d'un Brésilien qui dit « Les recommandations doivent protéger les patients des non-experts. Les experts doivent protéger les patients des recommandations. » Donc, je vous laisse réfléchir à ça, mais j'aime bien. C'était un excellent mot de la fin. Merci à mes invités. Merci à tous d'avoir assisté en présentiel et en digital à ce premier journal télévisé du CNCH. Il y en aura 2 autres, un cet après-midi et un demain. Bon congrès à tous et à très bientôt. Bye bye.